Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mon bilan lecture de mars 2021. Allez, c'est parti. On se retrouve pour le bilan lecture de mars 2021 où j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Donc il y a eu du très bon et du très mauvais aussi. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Elia, la passeuse d'âme, tome 1 de Marie Vareille. Donc je vais vous lire le synopsis. Les prophéties ne s'accomplissent que si quelqu'un a suffisamment de courage pour les réaliser. Elia vit dans une dictature divisée en deux catégories, l'élite, les cornésiens, et la classe exploitée réduite en esclavage, articule, les Nozoba. Elia est une cornésienne. À 15 ans, à peine, elle exerce en tant que passeuse d'âme à l'hôpital de la capitale du pays. En fait, elle euthanasie tous ceux qui seraient considérés comme inutiles ou dangereux pour la communauté. Un jour, un jeune Nozoba, de la caste des intouchables, parvient à la convaincre de l'aider à s'échapper, alors même qu'elle avait l'ordre de l'exécuter. Accusée de trahison, Elia s'enfuit. Alors, bon, vous le savez peut-être pas, même si je me demande si j'en ai déjà parlé, je suis une grande fan de Marie Vareille. J'avais lu plusieurs livres d'elle, notamment La vie rêvée des chaussettes orphelines, qui avait été un véritable coup de cœur, et le syndrome du spaghetti. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais adoré. Et là, changement de style, on part vraiment dans un roman science-fiction jeunesse. Alors la science-fiction, c'est pas trop mon truc, mais là, comme je dis, bon bah voilà, je suis toujours réticente à lire de la SF parce que c'est un genre que j'apprécie pas trop. Mais je me suis dit, on essaye et on verra. Et dès les premières pages, ben, c'est un match direct avec le personnage d'Elia. Je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas spoiler l'histoire, mais c'est vraiment passionnant, exaltant, un vrai page-turner où on a envie de savoir ce qui se passe. On a des personnages super attachants avec des vraies personnalités. Ce premier tome a vraiment été un coup de cœur pour moi, que je vous recommande. Ça se lit bien, facilement, c'est une pépite, avec le style très accessible de Marie Vareille. Bon, à l'heure où quand j'ai écrit cette chronique, donc début mars, j'étais en train de lire le tome 2. Donc ça a été un coup de cœur. Et la couve, j'ai pris mon iPad. La couve, elle est comme ça. Je la trouve super. Voilà, ensuite, j'ai lu le roman de Boda d'Héloïse Gay de Bélicène. Alors, je vais vous lire le synopsis. D'ordinaire, les amis imaginaires s'éteignent de mort naturelle, peu à peu négligés par ceux qui les ont inventés. Pas Boda. Pendant les 27 années de sa courte vie, Kurt Cobain n'a jamais cessé de s'adresser à son double. Du coup de foudre entre l'icône grunge et Courtney Love, à leur mariage à Honolulu au milieu des touristes obèses, des tournées triomphales au soir de doute, Boda a tout vu et tout entendu. Il tenait tête à Kirk. Oh, la honte à Kurt quand il le fallait. Oser le critiquer, tenter même de lui faire prendre conscience des réalités. Dès lors, qui mieux que Boda pouvait retracer le parcours de cette météorite trash que fut le chanteur de Nirvana, entre musique, héroïne et amour fou, mêlant scènes réelles et imaginaires, conversations authentiques et dialogues inventés, le roman de Boda s'offre un narrateur omniscient d'un genre nouveau, témoin, confident, bonne et mauvaise conscience, je vais y arriver, Jiminy Cricket au milieu des guitares cassées. Bon, déjà, faut savoir que Nirvana, c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup. Même, je crois que c'est un des groupes que j'aime le plus, quoi. Honnêtement. Pour tout vous dire, quand je lisais ce livre, il y avait des paroles de chansons écrites. Et
la mélodie des chansons, elle résonnait dans ma tête. Et en fait, je me rendais compte, limite pas que je dansais non plus, mais... Enfin, je bougeais parce que j'entendais la musique. Bon, c'est un livre vraiment assez spécial. Parce que bon, bah voilà, les amis imaginaires, normalement, ça dure pas jusque 27 ans, quoi. Mais chez Kurt Cobain, bah lui, ça a duré toute sa vie, même si elle fut courte. Bon, selon les dires, Kurt Cobain aurait été un enfant avec un TDAH, c'est écrit dans le bouquin, mais bon, c'est pas prouvé, et même si c'est le cas, heureusement que les personnes TDAH ne finissent pas toutes comme lui, hein. Ça c'est pas mentionné dans le livre, c'est juste une précision de ma part. Donc ici, bah, le sujet est simple, on y relate toute la vie de Kurt Cobain, mais du point de vue de Boda, son ami imaginaire, tout ce que Kurt peut vivre, penser, ressentir. Je trouvais ça hyper intéressant, pour ma part. Mais vraiment, ce livre, c'est une montagne russe. C'est-à-dire que ça va des moments de bonheur aux heures le plus sombres, bah, notamment pendant les cures de désintoxication. L'autrice a super bien rédigé cela. C'est merveilleusement bien écrit, bien tourné. Et moi, j'ai adoré suivre la vie de Kurt Cobain au travers des yeux de Boda. Mais ça n'a pas été un coup de cœur, parce que je trouvais qu'à certains moments, c'était un petit peu long. Il y avait des longueurs et ça m'a quelque peu embêté. Bon, vous vous doutez bien que vers la fin du livre, j'ai eu mon pincement au cœur, forcément. Mais je vous invite vraiment à lire, que vous soyez fan de Nirvana ou pas. Ça se lit même si vous n'aimez pas. Parce que rien que pour le style de l'écriture et la sensibilité mise dans l'histoire, ça vaut vraiment le coup. Et quant à moi, je tenterai sans aucun doute d'autres livres de cette autrice. Voilà, ensuite je vais y arriver. J'ai lu I Am, I Am, I Am de Maggie O'Farrell. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Il y a ce couple qui a manqué d'être étranglé par un violeur en Écosse. Il y a des poumons qui ont cessé leur œuvre quelques instants dans l'eau glacée. Il y a ce ventre meurtri par les traumatismes de l'accouchement. 17 instants, 17 petites morts, 17 résurrections. Je suis. I am. Voilà. Donc, j'avais vu que de bons avis sur ce livre. Je vais y arriver. Et quand me suis rendue à ma bibliothèque, je l'ai vu et je dis « Oh, je vais l'emprunter ». Bah, franchement, j'aurais mieux fait de le laisser là-bas. Ça a été une catastrophe du début à la fin et je comprends absolument pas l'engouement autour de ce livre. Ça a vraiment été laborieux du début à la fin. Et même le style de l'autrice, en fait, m'a pas convaincue. Le thème est intéressant, mais c'est mal exploité. Ces 17 instants où l'autrice a failli mourir ne sont que des retours dans le passé. Et du coup, le récit m'a complètement perdue. C'est pourtant quelque chose que d'habitude j'apprécie en littérature. Les temporalités différentes. Mais là, ça n'a rien amené. Ça m'a ennuyé. J'ai trouvé que sa façon de raconter ces 17 fois où elle a failli mourir sont écrites de façon très schématique. C'est limite trop rédactionnel. Et vous savez, trop scolaire. Donc genre introduction, développement, conclusion. Et ça pendant les 17 chapitres. J'en avais ras le bol. Et je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et même quand je disais les 17 fois où elle a frôlé la mort, je ressentais rien. Et là, je vais faire un gros jeu de mots pourri. C'était aussi plat qu'un encéphalogramme. Bonjour. Bon, peut-être que je tenterai autre chose de cette autrice, mais c'est pas ma priorité. Et quant à cette lecture, c'est un gros flop. Voilà, ensuite j'ai lu Elia, la passeuse d'âme, tome 2, saison froide. Donc, je vous lis le synopsis. En rentrant avec Sol Stan au Conclusard, le centre de détention pour mineurs du Palatium, Elia n'a qu'un seul objectif, sauver sa sœur. Mais elle est loin d'imaginer les dangers qui l'attendent derrière les murs de béton, où le secret de ses origines ne doit être découvert à aucun prix. Dans un monde impitoyable où l'ennemi n'est pas toujours celui que l'on croit, Elia survivra-t-elle? Arrivera-t-elle à sauver sa sœur et à retrouver ses amis?
Elia, Solstan, Tim et Arya sauront-ils défendre leurs idéaux jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer? Donc bon, c'est avec grand plaisir que je me suis replongée dans la suite des aventures d'Elia. Décidément, aujourd'hui, c'est une catastrophe. J'ai moins aimé que le premier, mais c'est souvent le cas, moi, quand je lis une saga. C'est le premier, ça va, le deuxième, ça va moins bien, et le troisième, en général, ça va un peu mieux. J'ai eu un petit manque d'intérêt, mais ça n'a pas été un flop hein, non plus. Donc alors, clairement, ici, on va crescendo dans les rebondissements dans l'histoire, mais justement, il y avait tellement de chapitres sur les différents personnages, des rebondissements à gogo, que parfois je me suis un petit peu perdue dans ma lecture. Mais malgré ça, ça a été une très bonne histoire, très bien écrite et réfléchie. Enfin, vous savez maintenant que Marie Vareille est une autrice que j'adore, qui a un super style. Je ne vais pas donner un avis très long parce qu'il faut que je lise le troisième. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, je ne l'ai toujours pas lu. Et donc, ça me permettra, une fois que j'aurai lu les 3 tomes, parce que c'est une trilogie, de vous donner là un avis plus global sur la saga. Et pareil, la couve, elle est encore trop jolie. J'adore. Voilà. Ensuite, j'ai lu Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc, je vais vous lire le synopsis. Petite annonce.fr. Émile, 26 ans, condamné à une expérience de vie de 2 ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon ou compagnonne, ça se dit pas compagnonne, hein, ou compagne. Dans le synopsis, une faute, c'est pas terrible. Pour partager avec moi ce dernier périple. Donc Émile a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. 3 jours plus tard, avec le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme qui a pour seul bagage un sac à dos, un grand chapeau noir et aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce périple, né à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. Je me faisais une joie de lire ce roman contemporain, j'en avais tellement lu et entendu de bons échos, mais en fait pour ma part c'était une lecture plus que moyenne, parce que j'ai pas aimé grand chose. Le sujet s'annonçait bien. Un jeune homme atteint d'un Alzheimer précoce décide de partir à l'aventure pour vivre ses derniers instants de vie en faisant un périple pour ne pas subir traitement et essais thérapeutiques. Jusque-là, ça partait bien et je m'attendais à quelque chose de contemporain avec une pointe de développement personnel et de feel good. Mais j'ai rien eu de ce que j'attendais en fait. J'ai eu un personnage d'Émile que j'ai trouvé capricieux, limite enfant gâté, un personnage de Joanne sans personnalité, qui médite et qui est végane. Enfin, le truc bourré de clichés, quoi. Une description de randonnée, de paysage, de cloques aux pieds qui n'amène rien au roman, si ce n'est des longueurs, encore des longueurs, et toujours des longueurs, qui font que je me suis ennuyée, en fait. Puis tout le reste de l'histoire qui n'est pas mieux. Des longueurs, encore des longueurs, toujours des longueurs. Rien n'est crédible pour moi dans ce roman. Le pourquoi de l'histoire de Joanne est alambiqué. On a pris un peu de tout pour faire pleurer dans les chaumières, mais en fait pour moi c'est super mal fait quoi. Vraiment c'est ça. Ce roman c'est mal fait, comme si on avait pris plein d'éléments de romance contemporaine pour en faire un roman de 838 pages. Et c'est long 838 pages dans ces cas-là. Et en fait, je vais pas parler de la fin parce qu'en fait... pour moi, ça a été hyper prévisible et j'avais deviné en fait. J'avais deviné ce qui se passait à la fin, donc c'était un très mauvais moment de lecture. Avec un livre plus que moyen. Ce roman a une suite. Vous en doutez, je la lirai pas. J'ai vu qu'elle avait écrit un autre roman, cette autrice, Les Lendemains. Je tenterai pour voir s'il y a un mieux ou s'il faut que j'oublie définitivement l'autrice Melissa d'Acosta. Mais grosse catastrophe. Et maintenant, on va passer au dernier livre, et non pas des moindres, où va y avoir beaucoup de choses à dire.
Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Donc on en entend beaucoup parler sur les réseaux. Je vous le dis tout de suite, ma chronique, elle va pas être tendre. Attends, tu dis rien. Donc le synopsis, la première fois que Mélanie Clos... Non mais franchement, espèce de youtubeuse famille, ils auraient pu lui choisir un autre prénom que le mien. Mais bon. La première fois que Mélanie Clos et Clara Roussel se rencontrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite, et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes, qui luisait dans l'obscurité. Non, je vous rassure, j'ai pas de vernis rose à paillettes, hein. J'ai pas 5 ans. On dirait une enfant, pensa la première. Elle ressemble à une poupée, songea la seconde. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. À travers l'histoire de deux femmes au destin contraire, les enfants sont rois, explorent les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un bonheur où tout s'expose, se vend et se vend, jusqu'au bonheur familial. Alors, déjà j'ai pris une grosse claque en lisant ce livre. C'est tellement difficile d'en parler parce que ça a été vraiment une lecture criante et puissante de vérité. J'ai même du mal à en parler parce que ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai eu du mal avec la fin du livre en fait dans le futur, mais cela n'en reste pas moins une excellente lecture qui m'a littéralement chamboulée. Le truc c'est qu'avec ce livre, c'est que si j'en parle trop, je pourrais vous spoiler. Et je veux pas, et je le veux pas. Mais sachez que dans ce roman, on fait référence aux youtubeurs famille. Alors, on va en parler. Vous savez, ces chaînes YouTube, vous en connaissez, et moi aussi, au moins une, où les parents filment leur enfant du matin au soir, donc en pyjama, en maillot de bain, en train de se goinfrer de bonbons, de fast-food, en train de faire des pranks, etc., etc. Vous en connaissez certainement, dont une très célèbre, Nathan, on se tait. Je tairai le nom parce que j'ai pas envie de me retrouver dans des procédures judiciaires, compliquées, enfin vous voyez le truc. Donc par contre qu'on se méprenne pas, je crache absolument pas sur YouTube. Pour moi c'est un outil formidable pour découvrir de nouvelles choses, suivre des personnes. J'adore regarder les vidéos, notamment de livres, hein, mais d'autres choses également, hein, développement personnel, couture, musique, vidéo Disney, enfin plein de choses, vous trouvez tout. Pour même tout vous dire, mon fils a une chaîne YouTube, hein Nathan? Oui. Donc chaîne YouTube qui s'appelle Les Démos de Nathan, mais je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc mais chez nous, sur notre chaîne, c'est surtout, enfin sur la chaîne de Nathan, c'est surtout démos de jeux vidéo, jeux de société, visites dans les parcs d'attractions, c'est à peu près tout. Ouais, hein, c'est ça. Mais nous, tout ce qu'on montre en vidéo, donc les jeux, les jouets, les jeux vidéo, les parcs d'attractions, tout est financé par nous-mêmes. On reçoit aucun avantage, on n'a pas de cadeau et on ne le fait pas pour ça. Il n'y a pas de prank, pas de goinfrage de bouffe dégueulasse, hein, et pas de vidéos tournées à un rythme effréné. C'est-à-dire que nous, de toute façon, ça a toujours été clair quand on nous a dit qu'il voulait une chaîne YouTube. Ça a été ok, mais l'école reste la priorité. On tourne pas tous les jours, c'est vraiment, et selon ses envies à lui, il a pas envie de tourner, bah c'est pas grave, il tourne pas quoi, enfin, c'est pas des machines. Hein. Donc bon, revenons à notre sujet. Donc l'héroïne, Mélanie, veut la gloire, et être connue, quitte à exposer ses enfants sur les réseaux de façon quasi permanente, en laissant par exemple les fans choisir la prochaine paire de baskets de famille. Honnêtement, hein, je sens que... Je sais que ça se passe comme ça sur certaines chaînes familles, je le sais, enfin on s'en rend compte si vous regardez certaines chaînes familles, notamment une des plus connues en France, ça se passe comme ça. Mais vous voyez, le lire, le voir écrit noir sur blanc, c'est autre chose. C'est d'un coup, ça vous fait prendre conscience d'un truc.
je suis maman d'un garçon de 9 ans, Nathan a 9 ans, forcément les réseaux sociaux ça les attire, mais c'est pas un problème, c'est normal, tout paraît tellement accessible et facile pour eux quand on regarde les réseaux sociaux, mais moi je suis pas d'accord d'utiliser leurs images pour se faire de l'argent sur leur dos en fait. Alors qu'au rythme des tournages imposés, bah, c'est plus de l'amusement en fait, à ce rythme là c'est du travail dissimulé quoi. Et c'est pas les enfants qui en profitent. En fait, si à la rigueur, voilà, ils ont un tournage de rythme effréné, bon, ça c'est discutable, mais qu'on était sûr que l'argent leur revienne, ça poserait moins de problèmes. Mais là, le problème c'est que c'est les parents qui se rincent sur le dos des gamins. Parce que c'est facile d'aller acheter une villa avec piscine, quand on sait que c'est les gamins qui ramènent tout l'argent, quoi. Parce que je suis désolée, les parents ils font quoi? Du montage vidéo, ils écrivent des espèces de sketchs, de pranks un peu con-con pour que leurs enfants soient montrés. Et après, ah regardez, j'ai une belle baraque avec piscine. Ouais, enfin bon, fais comme tout le monde, bosse honnêtement, quoi, au lieu de te faire du fric sur le dos de tes gosses, quoi. Enfin, bah oui. Bah ouais, forcément, c'est comme ça. Les enfants tournent, maman s'occupe de toute la partie créatrice et d'obtenir les cadeaux, et papa fait les montages. C'est pas inventé, c'est véridique. Et on montre qu'on est généreux en donnant ce que l'on veut pas aux enfants démunis et dans les hôpitaux. Laissez-moi rire. Personne n'est dupe devant cette image de famille parfaite tronquée. En tout cas, moi, je le suis pas. Pour moi, cette image montrée d'une famille parfaite, c'est qu'une vaste illusion, où les parents ne pensent pas au bien-être de leurs enfants, mais voient les enfants comme une vulgaire source de revenus. C'est dit. Voilà. J'aimerais bien voir leur réaction quand tout s'arrêtera, et qu'ils redeviendront des personnes lambda. Et il y a une autre question que je me pose aussi, à ce sujet-là, c'est avec le rythme effréné qu'imposent les parents pour les tournages, j'aimerais bien savoir comment les enfants suivent une scolarité et comment ils font leurs devoirs et leur travail scolaire. J'aimerais bien voir leur bulletin. Si, ils font à la maison. Non, ils font pas à la maison. Si? Ah bon? Non. D'accord. Bon, bah Nathan me dit qu'ils font à la maison. Enfin, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais encore en dire pendant des heures. Et ces youtubeurs famille, en fait, me donnent juste la nausée, quoi. Voilà. C'est pas de la jalousie par rapport à ce qu'ils gagnent. Nathan est mort de rire. C'est pas de la jalousie par rapport à ce qu'ils gagnent, parce que honnêtement, moi mon argent je le gagne honnêtement, quoi. Et pas sur le dos de mon gamin, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, enfin voilà, vous aurez compris pour conclure que ce livre m'a pas mal retourné. J'ai pris conscience, enfin, disons que j'avais déjà conscience de certaines choses et c'était déjà ce que je pensais, parce que ce que je pense là, je le pense pas que dû au livre de Delphine de Vigan, mais ça n'a fait que renforcer ce que je pensais déjà en fait, et ça m'a encore donné plus la nausée et envie de vomir, quoi, et de cracher sur ces youtubeurs famille. Voilà. Donc bah, vous aurez compris que donc ce livre m'a donc pas mal retourné. Je le conseille à tous les parents, mais même aux autres en fait. En fait, je conseille à tout le monde de le lire, quoi, parce que voilà, vous allez prendre conscience de certaines choses et c'est vrai que c'est assez édifiant. Voilà, c'est une pépite, merveilleusement bien écrite, et je crois qu'il va me laisser un souvenir durant très longtemps. Voilà, voilà. Donc le bilan de mars 2021 est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à tout ce que vous voulez, à mettre des commentaires gentils s'il vous plaît. On n'accepte que la gentillesse sur cette chaîne. Voilà, les rageux, bye bye. Non, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.